Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est la troisième partie de l'unité 6 sur la modification des propriétés. Et donc, cette partie va porter sur un mécanisme de durcissement qui est bien particulier, qui est celui donc qu'on obtient par affinement de la taille des grains. Alors, ce qu'on va voir, c'est d'abord de quelle façon on obtient un contrôle sur la taille de grain à l'intérieur d'un matériau métallique. Et par la suite, on va voir de quelle façon se manifeste ce phénomène de durcissement relié à la taille des grains dans les alliages métalliques. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est le traitement de recuit de recristallisation, donc qui est un traitement thermique. On a vu dans la première partie de l'unité 6 qu'on pouvait durcir les matériaux par le phénomène d'écrouissage et on a expliqué en fait ce phénomène par l'accumulation de dislocation à l'intérieur du matériau. Donc lorsqu'on déforme plastiquement le matériau, en plus d'augmenter le nombre de dislocations, on augmente l'encombrement entre les dislocations, ce qui fait que ça prend une contrainte de plus en plus grande pour les mettre en mouvement ou pour poursuivre leur mise en mouvement, ce qui conduit au phénomène de durcissement. Alors, lorsqu'un matériau est écroué, donc il contient une certaine quantité de dislocation, et donc ici on illustre le cas d'un matériau écroué. Toutes les petits T là, inversés, c'est des symboles qu'on utilise pour des dislocations coins. Alors on voit qu'un matériau écroué contient un certain nombre de ces dislocations à l'intérieur du matériau. Plus un matériau est écroué, plus il va contenir de dislocations. Okay? Donc, dépendant du niveau de déformation plastique qu'il aura subi. Alors, lorsqu'on fait un recuit de recristallisation, donc c'est un traitement thermique qui consiste à chauffer la matière, donc chauffer l'alliage à une température. Typiquement, ça correspond à peu près à une température supérieure à 50% de la température de fusion du matériau. Donc, on est toujours à l'état solide, mais à ces températures élevées, il y a des mécanismes qui font que les dislocations peuvent se déplacer et se réarranger, même sans qu'on applique de contraintes. Et donc, ce réarrangement des dislocations fait que les dislocations, pour adopter une configuration d'énergie plus faible, vont s'aligner de cette façon-là, comme c'est montré ici, à l'intérieur de ce qu'on appelle des sous-joints. Alors, on dit que c'est des sous-joints polygonisés parce que tout le cristal ici est donc divisé en plusieurs petits cristaux qui sont orientés différemment et donc ça donne des formes de, 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 de petits grains, donc polygones, en forme de polygone si on veut. C'est la raison pour laquelle on utilise ce terme-là. Et donc, ces sous-joints polygonisés, on voit que de part et d'autre, comme on empile les dislocations les unes sur les autres, la raison pour laquelle on diminue leur énergie, c'est que vous savez qu'autour d'une dislocation, il y a un champ de contrainte élastique, donc de tension et de compression là, autour d'une dislocation. Alors, quand on les empile comme ça, ben, le champ de tension d'une dislocation vient annuler le champ de compression d'une autre dislocation qui est tout juste au-dessus. Et donc, ça permet de réduire autour de cet empilement l'énergie élastique emmagasinée. Donc, comme la plupart des systèmes, on veut tendre à un minimum d'énergie pour obtenir une plus grande stabilité, pendant un traitement thermique de recuit de recristallisation, les dislocations vont tendre à s'aligner comme ça. Et éventuellement, on va former des nouveaux joints de grains. Donc, ça ne sera plus des dislocations, ça va former des nouveaux joints de grains, de telle sorte qu'on aura à ce moment-là ce qu'on appelle un matériau recristallisé. Donc, le matériau est recristallisé lorsqu'on forme des nouveaux grains. Généralement, ils sont plus petits et donc ils sont séparés par des nouveaux joints de grains. Et dans ce contexte-là, lors de la recristallisation, c'est ce qui permet d'éliminer les dislocations, donc de réduire de beaucoup la densité de dislocation. Alors, dans l'exemple qu'on a montré dans la première partie de l'unité 6, quand on parlait d'écrouissage,
et donc on peut éliminer l'effet de l'écrouissage, on peut l'obtenir par un traitement de recristallisation qui permet en chauffant d'éliminer toutes les dislocations à l'intérieur du matériau. Alors non seulement on élimine des dislocations, mais on forme des nouveaux grains. C'est la raison pour laquelle on appelle ce traitement un recueil de recristallisation. Alors ici, on comprend bien que plus le matériau est écroué, plus la quantité de dislocation, la densité de dislocation est élevée, plus on aura de ces sous-joints polygonisés, et donc plus on aura de joints de grains à l'intérieur du matériau. La conséquence, c'est qu'on va obtenir des grains de plus en plus petits. Donc, la façon avec laquelle on peut obtenir des grains, des petits grains dans un matériau, c'est en soumettant le matériau d'abord à un écrouissage, à une déformation plastique élevée, et par la suite, on fait un recueil de recristallisation. Le diagramme qui est montré ici illustre de quelle façon varie la taille de grain recristallisé en fonction du niveau d'écrouissage. Alors, on comprend que plus le taux d'écrouissage, donc la déformation plastique, est importante, plus on va stocker de dislocation dans le matériau, plus on aura de sous-joints polygonisés, et donc plus on aura de joints de grains. Conséquence, on va avoir une taille de grain qui est de plus en plus petite à mesure que le niveau d'écrouissage est important. Ce diagramme montre aussi que si le niveau d'écrouissage est trop faible, si la déformation plastique est trop petite, ça veut dire qu'on n'aura pas assez d'énergie stockée dans le matériau autour des dislocations pour activer le mécanisme de recristallisation. Et dans un cas comme ça, on ne va pas former de nouveaux grains recristallisés plus petits. Alors ici, D0, ça représente par exemple la taille initiale des grains dans le matériau. On fait subir un écrouissage et par la suite, lors du traitement de recristallisation, on va avoir une taille de grain finale qui va dépendre donc du niveau d'écrouissage qu'aura subi le matériau. Alors maintenant, ça permet d'expliquer un peu d'où vient le phénomène de durcissement associé à la taille des grains. Donc ici, on illustre sur le diagramme du bas de quelle façon le matériau, de quelle façon les dislocations se comportent lorsqu'on soumet le matériau à un cisaillement. Donc vous savez que les dislocations se déplacent, glissent sur des plans de glissement en réponse à une contrainte de scission. Et donc ici, encore une fois, vous avez les dislocations. La ligne rouge ici représente un plan de glissement. Et donc les dislocations vont se déplacer quand on soumet le matériau à une contrainte mécanique qui donne une composante de scission là, sur le plan de glissement. Alors, lorsque les dislocations se déplacent, il y a un moment où ils vont arriver à un joint de grain. Alors, un joint de grain, c'est en fait l'interface entre deux grains, et deux grains, ça correspond à deux cristaux. C'est deux cristaux qui ont des orientations cristallines différentes de part et d'autre de l'interface du joint de grain. Et donc, on voit ici sur l'illustration que le grain voisin qui se trouve ici peut avoir des plans de glissement qui sont d'abord pas tout à fait orientés de la même façon et peut-être aussi qu'il n'y a pas nécessairement de continuité de glissement. Si on avait dans le grain voisin un plan de glissement qui était parfaitement bien aligné avec celui-là, les dislocations pourraient poursuivre leur chemin. Mais en général, l'orientation aléatoire des grains de part et d'autre de l'interface qui est le joint de grain, fait qu'on n'a pas cette continuité-là. Et donc, les dislocations vont s'empiler, vont s'arrêter au joint de grain, qui agit alors comme un obstacle. Et donc, quand on met un obstacle au mouvement des dislocations, ça contribue à augmenter la contrainte nécessaire pour les mettre en mouvement, augmenter la limite d'élasticité. Et c'est de là que vient le mécanisme de durcissement. Alors ici, on voit que ici, on illustre un seul joint de grain, mais dans un matériau polycristallin qui est constitué de plusieurs grains, et plus les grains sont petits, on comprend que plus on aura d'interfaces de joints de grains comme ça, donc on va obtenir un durcissement qui est plus grand. Et en fait, tout ça, c'est conditionné à l'intérieur de ce qu'on appelle la loi de Hall-Petch. Alors, la loi de Hall-Petch est une relation mathématique, une relation empirique qu'on obtient par l'expérience, qui montre que la limite d'élasticité est reliée à la taille de grain à travers une loi linéaire comme ça. Donc, dans cette loi-là, le paramètre sigma 0 et le paramètre k sont des constantes.
Mais donc, on voit que la limite d'élasticité RE euh, varie en fait avec l'inverse de la racine carrée de D, la taille de grain. Donc, plus les grains sont petits, plus la limite d'élasticité est grande. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de durcissement par affinement de la taille des grains. Sur le diagramme qui est ici, en fait, on montre l'équivalent de la relation de Hall-Petch. Donc, ici, on montre sur l'axe vertical la limite d'élasticité du matériau en fonction de 1 sur racine de D, la taille de grain, donc D exposant moins 1,5 ici, donc qui correspond à la taille de... En fait, c'est une dimension qui est reliée à la taille des grains. Sur l'échelle verticale, en fait, on illustre quelle est la taille de grain en microns directement. Donc, évidemment, plus 1 sur racine de D augmente, plus la taille des grains diminue. Okay, on voit qu'il y a une variation inverse là, entre les deux paramètres qui sont ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus la taille des grains diminue, plus la limite d'élasticité augmente. Donc ici, on montre l'exemple d'un acier, donc un alliage fer-carbone, qui contient 0,1% de carbone. Donc c'est un acier à faible teneur en carbone, mais on voit que plus les grains dans cet acier sont petits, plus la limite d'élasticité augmente. Et donc, cette droite-là montre en fait le phénomène, sur ce type de graphique, montre le phénomène de durcissement, donc la loi de Hall-Petch, le phénomène de durcissement par affinement de la taille des grains. Alors ce diagramme est intéressant parce qu'il permet de montrer la combinaison de durcissement venant de plusieurs effets. Si dans notre acier qui contient 0,1% de carbone, on ajoute une certaine quantité de manganèse, donc de l'ordre de 1,2%. Ça correspond typiquement à la quantité qu'on peut ajouter dans certains aciers. Donc maintenant, on a un acier, c'est toujours la même teneur en carbone. Évidemment, la majorité des éléments qui sont présents dans le matériau, c'est du fer. Mais on voit ici que, encore une fois, on a le phénomène de durcissement par l'affinement des grains, mais on a une dureté plus grande que l'acier qui est ici, parce qu'on a ajouté du manganèse. Et donc, cette augmentation de la dureté, quand on compare la droite noire et la droite rouge ici, l'augmentation de dureté qu'on a ici, ou de limite d'élasticité, vient directement du phénomène de durcissement par solution solide. Donc, parce qu'ici, on ajoute du manganèse. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un mécanisme de durcissement qui s'ajoute à celui d'affinement de la taille des grains. C'est des mécanismes de durcissement indépendants qui vont s'ajouter les uns aux autres. Comme on a vu dans la deuxième partie donc, de l'unité 6, on a vu qu'il était possible de durcir aussi les alliages par formation de précipités, ce qu'on appelle le durcissement structural. Alors, si dans cet acier, on ajoute en plus un peu de niobium, ben, on va avoir la possibilité de former des précipités. Alors, le niobium, dans ce type d'acier, même si on en ajoute une très très faible quantité, le niobium aura tendance à s'associer au carbone pour former des carbures, donc des carbures de niobium, et les carbures de niobium contribuent à durcir le matériau. Alors, ça, c'est l'effet de durcissement structural qui s'ajoute au durcissement qui vient de la solution solide, donc parce qu'on a ajouté du manganèse, et qui s'ajoute au phénomène de durcissement par affinement de la taille des grains. Alors on voit ici que sur cette diapo, on a l'ensemble des mécanismes de durcissement qui sont additifs, qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc ça permet de voir de quelle façon, en général, on peut combiner différents mécanismes de durcissement pour bien choisir à la fin les propriétés désirées dans un alliage métallique. Ici, on montre l'exemple sur un acier, mais bien sûr, on aurait ce même type de comportement aussi pour d'autres familles d'alliages, d'aluminium, nickel, titane, etc. Alors voilà, ceci met fin à cette troisième partie de l'unité 6 sur les mécanismes de durcissement par affinement de taille des grains. Je vous remercie pour votre écoute.